Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Au sommaire de ce journal, un coup de projecteur sur le centre d'appel Covid-19. La mobilisation est générale à l'auditorium Régnier 3, alors que nous faisons face à un pic record de contamination. Entre le suivi à domicile des personnes contaminées par la Covid, la vaccination, le dépistage et les missions également sur le terrain, l'élan est national. C'est ce que nous dira le docteur Richard Manas, médecin superviseur, ainsi que 2 infirmières qui ont rejoint les rangs de l'équipe sur place. Une montgolfière écologique, un ballon révolutionnaire que l'on pourra voir évoluer dans le ciel. Le projet fou des aéronautes de Monaco est devenu réalité. Une vaste question et des réponses dans ce journal. Dieu existe-t-il? Nous nous sommes tous posé un jour la question. Olivier Bonassi, auteur de l'ouvrage « Dieu, la science, l'épreuve », viendra nous dire comment la science a permis d'établir l'existence de Dieu. Il donnera une conférence sur ce thème demain mercredi à l'Agora diocésaine. C'est une petite tradition en cette période de l'année. Les fruits des bigaradiers sont récoltés dans les rues de Monaco et chacun peut venir en profiter pour réaliser ensuite des recettes à base de cette orange amère. Reportage à suivre. Mais tout de suite donc, ce premier point sur la pandémie de Covid-19, avant de rejoindre le médecin superviseur Richard Manas à l'auditorium Régnier 3, les chiffres hebdomadaires du dépistage, Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le nombre de tests réalisés sur des patients résidents et non résidents entre le 3 et le 9 janvier est de 9 482 tests PCR et antigéniques pour un taux de positivité de 12,53%. Le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, est de 1966. Et je vous rappelle que pour joindre le centre Covid, vous pouvez également vous orienter vers le site internet covid19.mc afin de demander à être rappelé pour faciliter votre prise de rendez-vous. Et depuis le 3 janvier, une vaste campagne d'autotest a été lancée avec une distribution gratuite à destination des employeurs de la principauté pour leurs salariés. Et nous connaissons désormais le nombre d'autotests distribués. À ce jour, il s'élève à 26 620. Nous rappelons aux employeurs de la principauté qu'il suffit de se rendre sur le lien du téléservice qui s'inscrit en bas de votre écran pour en faire la demande. L'auditorium Régnier 3 est le centre névralgique de la lutte contre la Covid-19 en principauté. La mobilisation est totale pour assurer vaccination, dépistage, mais aussi le suivi téléphonique des personnes isolées à domicile après avoir été contaminées. Nous sommes avec le docteur Richard Manas, médecin superviseur. Bonsoir. Bonsoir. Débutons peut-être tout d'abord par ces données chiffrées que détaillait Vanessa Dessy. Le nombre de personnes suivies par le centre d'appel a considérablement augmenté, vous nous le confirmez? Nous sommes passés de 20 cas début novembre à maintenant 350, 360 cas là. Et en quoi consiste la prise en charge de toutes ces personnes? Il s'agit d'établir un lien avec les gens qui sont en isolement. Nous les appelons quotidiennement en fait pour prendre de leurs nouvelles et puis pour leur apporter un soutien à la fois logistique, à la fois médical aussi si besoin, et nous assurer que la situation ne prend pas une mauvaise tournure. Donc c'est un échange d'informations et psychologiquement parlant et compte tenu de l'importante vague actuelle, est-ce que les personnes suivies sont peut-être plus inquiètes et ont besoin d'être rassurées encore plus? On a observé que les symptômes sont d'une manière générale moins graves. Donc nous avons dans le suivi des gens qui sont d'une manière générale moins symptomatiques, probablement liés à la nature de notre variant, du variant Omicron. Et on a aussi le fait que les gens sont majoritairement vaccinés, donc l'impact de la vaccination est notable. L'immense majorité des formes graves concernent des gens non vaccinés. Qui sont les professionnels au bout du fil pour assurer ce suivi? Alors nous avons donc des médecins de l'administration comme moi, des médecins retraités aussi qui viennent nous aider. Nous avons des infirmières aussi, des infirmières retraitées qui viennent donner de leur temps et qui sont impliquées depuis le début de la création du centre de suivi en fait. Et elles sont là, en quelque sorte la voix du centre. Eh bien justement Richard Manas, je vous propose que nous écoutions le témoignage de 2 d'entre elles. Elles nous ont expliqué ce qui les a poussées à rejoindre le contingent des effectifs de ce centre.
Avec la crise, la pandémie du Covid, je ne me sentais pas de rester à la maison alors qu'il y avait fort à faire et suivre les patients, ça a toujours été ma vocation. Tous les jours, je prends non seulement les nouvelles de leur santé, de leur morale, et puis s'ils ont besoin de courses, s'ils ont besoin de plein de choses, quoi. Donc voilà. Voilà, beaucoup d'abnégation de la part de ces deux infirmières qui font partie du centre de suivi. Richard Manas, on bat actuellement des records de cas positifs. Est-ce que cela a nécessité une réorganisation, un renforcement des équipes sur place? Il a fallu un peu adapter le système. Mon confrère et moi-même, ainsi que nos infirmières et nos secrétaires, ont été redéployés à la fois dans la cellule du centre de suivi à domicile et dans la cellule d'enquête épidémiologique. Le centre de suivi via les appels, la vaccination, le dépistage, et puis il y a aussi les personnes qui sont engagées sur le terrain cette fois. Nous avons déployé plusieurs dispositifs qui permettent d'aller sur le terrain auprès des gens malades et isolés. Donc nous avons pour cela l'aide de la Croix-Rouge qui nous permet de bénéficier de binômes qui vont régulièrement aider les gens sur le plan logistique. Nous avons aussi l'aide d'un pool de médecins à la fois hospitaliers et de médecins de ville qui peuvent aller visiter les gens et nous donner des données cliniques et éventuellement entamer une prise en charge directement auprès des patients. En fait, ça évite d'engorger les urgences et ça évite de voir certaines situations s'aggraver. Merci Richard Manas pour cet état des lieux. Merci. Vous étiez en duplex de l'auditorium Régnier 3. Merci. Voilà pour ce dossier consacré à la lutte contre la Covid. Prenons de la hauteur à présent à bord d'une montgolfière écologique. C'est un projet qui est né il y a 21 ans. Et finalement, après avoir lutté contre des vents contraires, les aéronautes de Monaco ont enfin lancé la construction de leur ballon révolutionnaire, soutenu par le prince Albert II. Yannick Debever et Orazio Gagino ont rencontré Alain Kruteanski, le président des aéronautes de Monaco. Ça y est, on a trouvé le budget. Le groupe Barzoco nous fait ce beau cadeau. Donc dans quelques mois, la principauté va se doter d'une montgolfière écologique à ses couleurs. C'est une montgolfière à l'extérieur qui ressemble à une montgolfière normale, sauf qu'elle est doublée. Donc on a appliqué, si vous voulez, le principe des doubles vitrages de votre maison. On a une enveloppe double, et ce qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur et d'avoir moins de déperdition et de consommer de fait beaucoup moins d'énergie. C'est aussi porteur d'un message pour la planète, c'est-à-dire que Monaco est en avance pour la mise en avant de la technologie écologique, c'est-à-dire que rien que le message aussi simple que de dire on isole notre montgolfière et ça marche, on peut l'appliquer par exemple à l'habitation. Donc c'est un message qui est facilement véhiculable. La meilleure chose, c'est l'exemple. À partir du moment où on met à l'épreuve une technologie et qu'on prouve que ça fonctionne, ça donne envie aux autres de l'exploiter. Et il faudra attendre cet été pour voir cette montgolfière écologique voler au-dessus de la principauté avant de se diriger vers d'autres régions du monde pour y faire flotter le drapeau monégasque. Le ciel et au-delà, l'univers, source de bien des mystères, notamment lorsqu'il s'agit de parler de sa création. Une question nous a tous un jour interpellés, Dieu existe-t-il? Dans son ouvrage « Dieu, la science et les preuves », Olivier Bonnassy tente d'y répondre. Il a échangé pendant plusieurs années avec des scientifiques et livrera le fruit de ses recherches lors d'une conférence demain soir à 20h à l'Agora diocésaine. Et il est notre invité ce soir. Bonsoir Olivier Bonnassy. Bonsoir. Cet ouvrage, Dieu, la science, l'épreuve, il a un titre très clair, mais qui est également très alléchant et qui porte sur l'une des grandes interrogations existentielles. Avant de révéler les points qui vous permettent d'affirmer son existence, je tease, ce qui est vrai, c'est que tout le monde, au départ, s'est posé un jour la question de l'existence de Dieu. Oui, c'est vrai, tout le monde, chaque homme se la pose un jour ou l'autre. On se demande d'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est que la mort, est-ce qu'on va revoir nos parents, nos amis, pourquoi est-ce qu'on est là? Donc, souvent, on se pose la question, mais le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que cette question est indéterminée et si elle est indécidable, elle devient inintéressante, en fait. Mais ce n'est pas le cas. La science qui vient appuyer cette thèse de l'existence de Dieu, aujourd'hui, selon vous, a toutefois, dans un passé lointain, fait la démonstration pourtant qu'il n'existait pas, Dieu. On peut s'apercevoir que sur la Terre, dans un passé un peu lointain, tout le monde a toujours cru en Dieu sur tous les continents, dans tous les siècles. Pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu? Simplement parce que quand vous regardez l'univers, simplement le fait qu'il existe, mais aussi sa grandeur, sa beauté, son ordre,
vous êtes naturellement amené à vous dire il y a quelqu'un qui a fait ça. Jusqu'à ce que la science se développant, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, on a eu l'impression qu'à chaque fois que la science moderne amenait des conclusions, ça mettait la religion en danger. Et donc, comme la science a changé nos vies, et la science a un pouvoir, un prestige énorme, ça a eu un impact considérable et le discours matérialiste est devenu dominant dans le monde intellectuel. Aujourd'hui, c'est finalement la science actuelle qui vous permet de démontrer que Dieu existe. Oui, parce que la science s'est retournée. Alors, ça date du tournant du 19e au 20e siècle. Il y a toute une série de découvertes. Donc, la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang et de l'expansion de l'univers, la découverte de la complexité en biologie et la découverte de tous les réglages fins de l'univers. Tout ça, ça a complètement changé la donne parce qu'en fait, ça conclut deux choses. Ça conclut d'abord qu'il y a un début, très certainement un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, c'est-à-dire que le temps, l'espace et la matière sont liés, c'est Einstein qui nous l'a montré, et donc si ça a commencé à un moment, il y a bien une cause qui a permis cette émergence, qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui est transcendante à cet univers et qui a permis la création de tout ça avec une puissance très forte, bien sûr. Donc là, on est vraiment déjà très, très proche de la définition de Dieu dans toutes les philosophies et les religions classiques. Et puis en plus, on s'est aperçu dans les 50 dernières années que les réglages des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie sont complètement fous et que si ce n'était pas réglé de manière absolument improbable, on ne serait pas là pour en parler. Et donc, ça conclut d'une manière logique qu'il y a un esprit supérieurement intelligent qui est derrière les lois de la nature. Et ça encore, c'est un élément très, très difficile pour les athées. Mais la science continue d'avancer. Donc, on peut imaginer que ces hypothèses seront d'autant plus confortées encore dans les années qui viennent. C'est vous ce que vous espérez ? Quand vous progressez dans la connaissance, vous savez, c'est l'adage fameux « un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène ». Quand vous progressez dans la connaissance, vous apercevez que la Terre est sphérique. Et une fois que vous l'avez démontré avec Ératosthène et que vous l'avez vérifié avec les satellites, c'est une connaissance qui est acquise et on ne reviendra jamais dessus. Qu'on tourne autour du Soleil dans un référentiel plus large, c'est aussi une connaissance sur laquelle on ne reviendra jamais. Que la vie est extrêmement improbable et est due à des réglages extrêmement fins, c'est un acquis sur lequel on ne reviendra jamais. Et que l'univers est en expansion, c'est théorisé, modélisé, observé, on ne reviendra jamais là-dessus. Il est en expansion, il a eu un début, personne ne contestera jamais qu'il y a eu un Big Bang au commencement. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'il y a derrière le Big Bang, ça ne veut pas dire que le Big Bang est le début de l'univers, ça ne veut pas dire plein de choses, mais on sait un certain nombre de choses sur lesquelles on peut réfléchir et on ne reviendra jamais là-dessus. Et c'est donc là que vous placez Dieu ? Non, on place Dieu, Dieu est dans beaucoup de raisonnements. Il est le créateur de tout à chaque instant, c'est-à-dire que si jamais il ne donnait pas l'existence à tout ce qui existe aujourd'hui, rien n'existerait. Donc ça, c'est la causalité verticale. Mais il y a aussi une causalité horizontale dans le temps qui fait que s'il y a eu un début à l'univers, c'est beaucoup plus simple. Saint Thomas d'Aquin l'avait bien repéré tout de suite. Il dit, dans la Somme contre les gentils, il explique, s'il y a un début à l'univers, si on était capable de le prouver, ça serait beaucoup plus simple. Et effectivement, aujourd'hui, la science tend à le prouver de manière assez frappante. Et puis, ce qu'il est important de préciser également en conclusion, c'est que le fruit de vos recherches a demandé beaucoup de travail et vous vous êtes appuyé effectivement aussi sur les compétences de nombreux scientifiques. Oui, ce qu'on a voulu, c'est à la fois faire un livre qui soit très accessible, qui puisse être lu par tout le monde, de 7 à 77 ans, en exagérant un peu, mais avec des chapitres indépendants, pas de jargon, des schémas, des couleurs, tout ça. On a essayé de rendre les grandes découvertes simples, et c'est relativement possible, mais on voulait aussi que ce soit parfaitement exact, donc on l'a fait relire par des tas de scientifiques dans tous les sens, et je pense que c'est à peu près le cas, et on a corrigé 2-3 bricoles, mais franchement, dans les grandes lignes, il n'y a pas beaucoup de contestation. Merci Olivier Bonnassy pour cette présentation de votre ouvrage « Dieu, la science, l'épreuve » qui sera donc au cœur de la conférence que vous donnerez demain mercredi à l'Agora. Merci à vous. Vanessa Dessy nous rejoint pour le deuxième point info de ce journal. Nous l'évoquions dès hier, jour de son lancement. Un téléservice est désormais à disposition afin de faciliter les démarches administratives lors des demandes d'attribution d'un logement domanial. Jusqu'au 4 février prochain, un appel à candidature à l'attention des personnes de nationalité monégasque intéressées sera publié pour l'attribution du logement domanial Testimonio 2 et d'autres logements disponibles. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de l'administration monégasque, engagée depuis 3 ans grâce au programme Extended Monaco. La démarche est accessible via le lien qui s'inscrit en bas de votre écran.
L'AMCA, l'association monégasque pour la connaissance des arts, a poursuivi son cycle de conférences en évoquant lundi l'aventure du cubisme. Le mot cubisme est utilisé pour la première fois par Henri Matisse à propos d'une toile de Georges Braque qui date de 1908. Représentation réelle qui se découpe de multiples facettes comme autant de petits cubes. Picasso peint en 1907 les Demoiselles d'Avignon, œuvre qui peut être considérée comme cette nouvelle recherche artistique. Une conférence menée par l'historien Serge Legat ce lundi soir au Théâtre des Variétés. Enfin, la 90e édition du Rallye Monte-Carlo se prépare déjà. Le départ sera donné le 20 janvier. Oui, vous avez sûrement remarqué que le parc d'assistance et le parc fermé se mettent en place. Les aménagements se succèdent de jour en jour sur le port et la nouvelle digue. Car cette année, le Rallye Monte-Carlo, très perturbé par la crise sanitaire, donne lieu à un parcours réduit autour de la principauté. Afin de faciliter les festivités, l'Automobile Club de Monaco a choisi de recentrer l'épreuve avec un grand retour de la nuit de Turini, une manifestation que vous pourrez suivre quotidiennement sur Monaco Info. Oui, avec l'émission Les Experts du Rallye que vous présenterez, Vanessa, aux côtés de Christophe Paco et Franck Phillips, chaque matin à 8h30 les 21, 22 et 23 janvier, et le soir de la remise des prix, le 23 janvier toujours, avec une ultime émission à 20h30. Comme chaque année à la même période, les bigaradiers sont chargés de fruits et l'heure est venue de leur refaire une beauté. Crescinda Tomel et Orazio Gaggino ont assisté aux premières coupes. Voici leur reportage. C'est une vieille tradition qui a lieu tous les ans à Monaco. Depuis de nombreuses années, les habitants jouissent d'un luxe que peu de personnes connaissent en ville. Depuis ce matin, les jardiniers taillent les bigaradiers dans les différentes rues de la Principauté et récupèrent leurs fruits, car à cette saison, ces arbres offrent de délicieuses oranges amères. La tradition à Monaco, c'est que toute personne se manifeste auprès des jardiniers et peut récupérer la quantité qu'elle souhaite pour faire du vin d'orange, pour faire de la confiture. Il n'est pas obligé d'être résident monégasque, il suffit juste de se manifester auprès des jardiniers. L'année dernière, on a récupéré 9 tonnes et demie de fruits. Après, c'est fluctuant selon les années, selon la météo. Et l'an passé, durant la période du confinement et du Covid, est-ce que vous avez remarqué plus d'engouement ? Oui, l'année dernière, on a eu des personnes où c'était la première fois qu'ils venaient récupérer des oranges pour s'essayer à la confiture. Donc oui, on espère que cette année, on donnera un peu plus aux personnes. Au total, ce sont près de 600 bigaradiers qui sont taillés actuellement en Principauté. Les jardiniers de la DO récoltent en moyenne chaque année 18 tonnes d'oranges, dont 5 à 7 tonnes sont données gracieusement à tous ceux qui le souhaitent. Une opération qui durera jusqu'au mois de février et à laquelle la jeunesse participe également. D'ici la fin du mois, quelques élèves du lycée technique et hôtelier viendront assister à la coupe des arbres pour recueillir des conseils et pour confectionner quelques recettes à base, bien sûr, d'oranges amères. Et les enfants de la halte garderie participeront également à cette opération et pourront ainsi ramener les précieux trésors amassés à leurs parents pour réaliser peut-être avec eux de délicieuses recettes et perpétuer ainsi la tradition. Passons aux prévisions météo pour la journée de demain, mercredi, Vanessa. Effectivement, Patricia, le temps sera dégagé avec un beau ciel bleu durant toute la journée. Les températures iront de 6 à 12 degrés. Le soleil se lèvera à 8h et se couchera à 17h16 et nous fêterons les Tatiana. Et c'est justement une Tatiana qui sera notre invitée demain, Tatiana de Montaigne, de passage au théâtre Princesse Grace où elle va interpréter la pièce Noire basée sur l'un de ses textes et qui évoque la ségrégation raciale. Rendez-vous donc demain à 19h et pour nous quitter cette série de photos de Stéphane Dana dans les coulisses de la taille des bigaradiers. À demain.